Le dépositaire infidèle, fable 1 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Daniel Newton. Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup en langue des dieux parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes, à qui mieux, y font divers personnages. Les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécores, force sots, force flatteurs. Je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettait seulement que les gens du bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes. Mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelque autre l'avait dit, je soutiendrais le contraire. Et même qui mentirait comme Ésope et comme Homère, un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonges par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge nous offre la vérité. L'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre, sans fin, et plus s'il se peut. Comme eux ne ment pas qui veut. Mais mentir comme sut faire un certain dépositaire, payé par son propre mot, est d'un méchant et d'un sot. Voici le fait. Un trafiquant de Perse, chez son voisin s'en allant en commerce, mit en dépôt un sang de fer un jour. « Mon fer, dit-il quand il fut de retour. Votre fer, il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qu'y faire? Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige et feint de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin. Puis à souper convie le père qui s'excuse et lui dit en pleurant. « Dispensez-moi, je vous supplie, tout plaisir pour moi sont perdus. J'aimais un fils plus que ma vie, je n'ai que lui, que dis-je, hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé, plaignez mon infortune. » Le marchand repartit. « Hier au soir, sur la brune, un chat-huant s'en vint votre fils enlever. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. » Le père dit. « Comment voulez-vous que je croie qu'un hibou pût jamais emporter cette proie? Mon fils en un besoin eût pris le chat-huant. »« Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment, mais enfin je l'ai vu. Vu de mes yeux, vous dis-je, et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après ce que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chats-huants d'un pays où le quintal de fer par un seul rat se mange, enlèvent un garçon pesant un demi-cent? » L'autre vit où tendait cette feinte aventure. Il rendit le fer au marchand, qui lui rendit sa géniture. Même dispute avant entre deux voyageurs. L'un d'eux était de ces conteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope. Tout est géant chez eux. Écoutez-les, l'Europe, comme l'Afrique, aura des monstres à foison. Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. « J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison. »« Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église. » Le premier se moquant, l'autre reprit. « Tout doux, on le fit pour cuire vos choux. » L'homme au pot fut plaisant. L'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile. Fin de la fable 1, le dépositaire infidèle. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux pigeons. Fable 2 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit: « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux. Non pas pour vous, cruel, au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage, encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs. Qui vous presse? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte, et le reste? » Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur.
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit, ne pleurez point, 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai j'étais là, telle chose m'avint. Vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart voit du blé répandu, voit un pigeon auprès, cela lui donne envie. Il y vole, il est pris, ce blé couvrait d'un lacs les menteurs et traîtres appâts. Le lacs était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelque plume y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui traînait la ficelle, et les morceaux du lacs qu'il avait attrapés semblaient un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus fond à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus d'à moitié la volatile malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna, que bien que mal elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisirs ils payèrent leur peine, amants, heureux amants. Voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines. Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé, je n'aurais pas alors contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère, pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? Fin de la fable 2. Les deux pigeons. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le léopard. Fable 3 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait: « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, vergetée et mouchetée. La bigarrure plaît. » Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait, bientôt. Chacun sortit. Le singe, de sa part, disait: « Venez de grâce, venez, messieurs. Je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement cette ville arrive en 3 bateaux exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend. Il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour 6 blancs. Non, messieurs, pour 1 sou, si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. » Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables. L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants.
Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables n'ont que l'habit pour tout talent. Fin de la fable 3. Le singe et le léopard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le gland et la citrouille, fable 4 des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en février 2011. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant, dans les citrouilles je la treuve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, « À quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela ? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire, tel fruit, tel arbre pour bien faire. » C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland qui n'est pas gros comme mon petit doigt ne pend-il pas en cet endroit ? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme. Un gland tombe, le nez du dormeur en pâtit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh oh !» dit-il, « je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde ? Dieu ne l'a pas voulu, sans doute il eut raison, j'en vois bien à présent la cause. » En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Fin de la fable 4, le gland et la citrouille. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Fable 5 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Tim Bulkeley de Bible3.com. C'est un enfant qui sentait son collège doublement sot et doublement fripon, par le jeune âge et par le privilège, qu'ont les pédants de gâter la raison. Chez un voisin dérobé, se dit-on, et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pomone, avait la fleur, les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, gâtait jusqu'au bouton douce et frêle espérance, avant-coureur des biens que promet l'abondance. Même il ébranchait l'arbre, et fit tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens, pire que le premier. Le pédant de sa grâce accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite. Le tout, à ce qu'il dit, pour faire un châtiment qui pût servir d'exemple, et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron, avec force traite de science. Son discours dura tant que la maudite engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place, et qui n'ont point de fin, et ne sait bête au monde pire que l'écolier, si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisins, à vrai dire, ne me plairait aucunement. Fin de la fable 5. L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin.
Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le statuaire et la statue de Jupiter. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu même si je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humain, faites des vœux, voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'en dut guère, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci, les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit, de cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère, Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Fin de la fable 6, le statuaire et la statue de Jupiter. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La souris métamorphosée en fille, fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Une souris tomba du bec d'un chat-huant. Je ne l'eusse pas ramassé, mais un brahmin le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée, de cette sorte de prochain nous nous soucions peu. Mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme au sortir d'un roi entre dans un ciron ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore chez eux a puisé ce mystère. Sur un tel fondement le brahmin crut bien faire de prier un sorcier qui logea la souris dans un corps qu'elle eût eu pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et telle et si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne le fit pour la grecque beauté. Le brahmin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. » « En ce cas je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. »« Soleil, s'écria alors le brahmin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. »« Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. »« Eh bien, dit le brahmin au nuage volant, es-tu né pour ma fille ? » « Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. » Le brahmin fâché s'écria: « Ô vent donc, puisque vent y a, viens dans les bras de notre belle. » Il accourait, un mont en chemin l'arrêta. L'étoffe passant à celui-là, il le renvoie et dit: « J'aurais une querelle avec le rat, et l'offenser ce serait être fou, lui qui peut me percer. » Au mot de rat, la damoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. Un rat, c'est de ces coups qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point. Mais à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits, car quel époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpay jusqu'au soleil eut enfin remonté, le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsycose. Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le brahmin même, car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun, aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe. Mais agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil, un rat eut sa tendresse? Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il en faut revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établie.
Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. Fin de la fable 7, la souris métamorphosée en fille. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le fou qui vend la sagesse. Fable 8 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Tim Bulkeley de Bible3.com. Jamais auprès des fous ne te mets à la portée. Je ne puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Un fol allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse, et les mortels crédules de courir à l'achat chacun fut diligent. On essuyait fausses grimaces, puis on avait pour son argent, avec un bon soufflet, un fil long de 2 brasses. La plupart s'en fâchaient, mais que leur servait-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était de rire ou de s'en aller sans rien dire, avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, on se fût fait siffler ainsi qu'un ignorant. La raison est-elle garant de ce que fait un fou? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, un des dupes un jour alla trouver un sage, qui, sans hésiter davantage, lui dit « Ce sont ici des hiéroglyphes tout purs. Les gens bien conseillés et qui voudront bien faire, entre eux et les gens fous, mettront pour l'ordinaire la longueur de ce fil. Sinon, je les tiens sûrs de quelque semblable caresse. » Vous n'êtes point trompé. Ce fou vend la sagesse. Fin de la fable 8. Le fou qui vend la sagesse. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'huître et les plaideurs. Fable 9 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en février 2011. Un jour, 2 pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie, l'autre le pousse et dit « Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. » « Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. »« Je ne l'ai pas mauvaise aussi, dit l'autre, et je l'ai vue avant vous, sur ma vie. »« Eh bien, vous l'avez vue, et moi je l'ai sentie. » Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andain arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos 2 messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président: « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille sans dépens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui, comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles, vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. » Fin de la fable 9, l'huître et les plaideurs. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup et le chien maigre. Fable 10 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Autrefois, Carpillon Fretin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main, sous espoir de grosse aventure, est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison, Carpillon n'eut pas tort. Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant il faut que j'appuie ce que j'avançais lors de quelques traits encore. Certain loup, aussi sot que le pêcheur fut sage, trouvant un chien hors du village,
s'en allait l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. Ja ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie, sa fille unique, et vous jugez qu'étant de noces, il faut, malgré moi, que j'engraisse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir, il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier. » Fin de la fable 10. Le loup et le chien maigre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Rien de trop. Fable 11, des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Je ne vois point de créature se comporter modérément. Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout. Le fait-on nullement. Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde cérès, trop touffu bien souvent, épuise les guérets. En superfluité s'épandant d'ordinaire, et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe sait plaire. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons. Tout au travers ils se jetèrent, gâtèrent tout, et tout broutèrent. Tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns, ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins ils y tâchèrent. Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent, à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente. À se porter dedans l'excès, il faudrait faire le procès, aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Fin de la fable 11. Rien de trop. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cierge. Fable 12. Des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel, enlevé l'ambroisie en leurs chambres encloses, ou pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit mainte bougie. Maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux, voyant la terre en brique, au feu durci, vaincre l'effort des ans, il eut la même envie. Et nouvelle Empédocle, aux flammes condamné, par sa propre et pure folie, il se lança dedans. Ce fut mal raisonné. Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus faux que l'autre. Fin de la fable 12. Le cierge. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jupiter et le passager. Fable 13 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en février 2011. Oh, combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire. Mais le péril passé, l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier, il ne se sert jamais d'huissier. Eh, qu'est-ce donc que le tonnerre? Comment appelez-vous ces avertissements? Un passager, pendant l'orage, avait voué 100 bœufs au vainqueur des titans. Il n'en avait pas un. Vouer 100 éléphants n'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques os quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter, la fumée en monta. « Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu, le voilà. C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est à part, je ne te dois plus rien. »
Jupiter fit semblant de rire, mais après quelques jours le dieu l'attrapa bien en voyant un songe lui dire qu'un tel trésor était en tel lieu. L'homme aux vœux courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs, et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource, il leur promit 100 talents d'or bien comptés, et d'un tel trésor on l'avait enterré dedans telle bourgade. L'endroit parut suspect aux voleurs, de façon qu'à notre prometteur l'un dit: mon camarade, tu te moques de nous, meurs et va chez Pluton porter tes 100 talents en don. Fin de la fable 13, Jupiter et le passager. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et le renard. Fable 14 des Fables de La Fontaine, livre 9e, enregistré pour LibriVox.org par Nadia. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, de francs pattes pelus qui défraient du voyage, croquant mainte volaille, escroquant même fromage. S'indemniser à qui mieux, le chemin était long et partant ennuyeux. Pour l'accourcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours, sans elle on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin: tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. Eux de recommencer la dispute à l'envie, sur le que si que non, tous deux étant ainsi. Une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard: fouillons ton sac ami, cherchons ta cervelle matoise. Un stratagème sûr, pour moi, voici le mien. À ces mots, sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit son tour inutile, entra dans son terrier, mit son foie en défaut, tous les confrères de Briffaut. Partout il tenta des asiles, et ce fut partout son succès. La fumée y pourvut, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire, n'en ayant qu'un, mais qu'il soit bon. Fin de la fable 14. Le chat et le renard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le mari, la femme et le voleur. Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Un mari fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame, propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié ni doux sourires, déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hyménée que content de sa destinée, il n'en remercia les dieux. Mais quoi, si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, et n'ayant caressé son mari de sa vie, il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la doléance. La pauvre femme eut si grand-peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. « Ami voleur, dit-il, sans toi ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance. Prends le logis aussi. » Les voleurs ne sont pas gens honteux ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce conte que la plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion et l'amour quelquefois. Quelquefois il la dompte. J'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le conte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole, et plus grande encore que folle. Fin de la fable 15, le mari, la femme et le voleur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le trésor et les deux hommes. Fable 16 des Fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources, et logeant le diable en sa bourse,
c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui, la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas, à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut, avec un clou, au haut d'un certain mur, attacher le licou. La muraille vieille et peu forte s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse là le licou, s'en retourne avec l'or. Sans compter, ronde ou non, la somme plutôt cire, tandis que le galant à grands pas se retire. L'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. Quoi, dit-il, sans mourir je perdrais cette somme? Je ne me pendrais pas, et vraiment s'y ferait, ou de corde je manquerais. Le las était tout prêt, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eût pour lui fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent le licou trouva maître, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésaurisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit? Ce sont là de ses traits, elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre. Fin de la fable 16. Le trésor et les deux hommes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le singe et le chat. Fable 17. Des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, commensaux d'un logis, avaient un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté? L'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout. Raton, de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton: « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avait fait naître, propre à tirer marrons du feu, certes marrons verrait beau jeu. » Aussitôt fait que dit, Raton, avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois, tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant Bertrand les croque. Une servante vient. Adieu mes gens. Raton n'était pas content, se dit-on. Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes qui, flattés d'un pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois. Fin de la fable 17. Le singe et le chat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le milan et le rossignol. Fable 18. Des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Après que le milan, manifeste voleur, eut répandu l'alarme en tout le voisinage, et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol tomba dans ses mains par malheur. Le héros du printemps lui demande la vie, aussi bien que manger en qui n'a que le son. Écoutez plutôt ma chanson, je vous raconterai Thérée et son envie. Qui Thérée? Est-ce un mets propre pour les milans? Non pas, c'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira, mon chant plaît à chacun. Le milan alors lui réplique: vraiment, nous voici bien, lorsque je suis à jeun. Tu me viens parler de musique? J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. Fin de la fable 18. Le milan et le rossignol. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le berger et son troupeau. Fable 19. Des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Quoi? Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile? Toujours le loup m'engobera? J'aurais beau les compter, ils étaient plus de 1000, et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin.
Robin Mouton qui par la ville me suivait pour un peu de pain, et qui m'aurait suivi jusques au bout du monde. Hélas, de ma musette il entendait le son, il me sentait venir de 100 pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton! Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre, et rendu de Robin la mémoire célèbre, il harangua tout le troupeau, les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme. Cela seul suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme. Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. Chacun en répond sur sa tête. Guillot les crut et leur fit fête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre. Un loup parut, tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage. Mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Fin de la fable 19. Le berger et son troupeau. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Discours à Madame de la Sablière. Fable 20 des Fables de La Fontaine. Livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Valeska Ebeling. Iris, je vous louerai, il n'est que trop aisé. Mais vous avez 100 fois notre encens refusé, en cela peu semblable au reste des mortels qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur, je ne les blâme point, je souffre cette humeur. Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, le nectar que l'on sert au maître du tonnerre, et d'où nous enivrons tous les dieux de la terre, c'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos chez vous récompensent ce point. Propos, agréable commerce, où le hasard fournit sans matières diverses, jusque-là quand votre entretien, la bagatelle à part. Le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore et pensée bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais qu'en ces fables aussi j'entremêle des traits de certaines philosophies subtiles, engageantes et hardies. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non ouï parler? Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme, en elle tout est corps. Telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein. Mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde. La première y meut la seconde, une troisième suit, elle sonne la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. L'objet la frappe en un endroit, ce lieu frappé s'en va tout droit, selon nous, au voisin emporter la nouvelle. Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit. L'impression se fait, mais comment se fait-elle? Selon eux, par nécessité, sans passion, sans volonté. L'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle, ou quelque autre de ces états. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc? Une montre. Et nous? C'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme le tient tel de nos gens, franche bête de somme. Voici, dis-je, comment raisonne cet auteur. Sur tous les animaux, enfants du Créateur, j'ai le don de penser. Et je sais que je pense. Or vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quand au bois le bruit des corps, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie, qu'en vain elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voix, l'animal chargé d'ans, vieux cerf et de 10 corps, en suppose un plus jeune, et l'oblige par force à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours! Le retour sur ses pas, les malices, les tours et le change, et sans stratagème, digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort.
On le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes. Quand la perdrix voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas, elle fait la blesser, et va traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas, détourne le danger, sauve ainsi sa famille. Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit de l'homme qui, confus des yeux, en vain la suit. Non loin du nord, il est un monde où l'on sait que les habitants vivent ainsi qu'au premier temps, dans une ignorance profonde. Je parlais des humains, car quant aux animaux, ils y construisent des travaux qui des torrents grossis arrêtent le ravage et font communiquer l'un et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier. Après un lit de bois est un lit de mortier. Chaque castor agit. Commune en est la tâche. Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche. Main maître d'œuvre y court et tient haut le bâton. La République de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leurs maisons, passent les étangs sur des ponts, fruits de leur art, savant ouvrage. Et nos pareils ont beau le voir, jusqu'à présent tout leur savoir est de passer l'onde à la nage. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Mais voici beaucoup plus. Écoutez ce récit que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du Nord vous sera mon garant. Je vais citer un prince aimé de la victoire. Son nom seul est un mur à l'Empire ottoman. C'est le roi polonais. Jamais un roi ne ment. Il dit donc que, sur sa frontière, des animaux entre eux ont guerre de tout temps. Le sang qui se transmet des pères aux enfants en renouvelle la matière. Ces animaux, dit-il, sont germains du renard. Jamais la guerre avec tant d'art ne s'est faite parmi les hommes, non pas même au siècle où nous sommes. Corps de garde avancés, vedettes, espions, embuscades, partis et mille inventions d'une pernicieuse et maudite science, fille du Styx et mère des héros, exercent de ces animaux le bon sens et l'expérience. Pour chanter leur combat, l'Achéron nous devrait rendre Homère. Ah, s'il leur rendait, et qu'il rendit aussi le rival d'Épicure, que dirait ce dernier sur ces exemples-ci? Ce que j'ai déjà dit, qu'aux bêtes la nature peut par les seuls ressorts opérer tout ceci. Que la mémoire est corporelle, et que, pour en venir aux exemples divers que j'ai mis en jour dans ces vers, l'animal n'a besoin que d'elle. L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin chercher par le même chemin l'image auparavant tracée, qui sur les mêmes pas revient pareillement, sans le secours de la pensée, causer un même événement. Nous agissons tout autrement. La volonté nous détermine, non l'objet ni l'instinct. Je parle, je chemine, je sens en moi certain agent. Tout obéit dans ma machine à ce principe intelligent. Il est distinct du corps ce qu'on soit nettement, ce qu'on soit mieux que le corps même. De tous nos mouvements, c'est l'arbitre suprême. Mais comment le corps l'entend-il? C'est là le point. Je vois l'outil obéir à la main. Mais la main, qui la guide? Et qui guide les cieux et leur course rapide? Quelque ange est attaché peut-être à ces grands corps? Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts. L'impression se fait. Le moyen, je l'ignore. On ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Nous et lui là-dessus, nous sommes tous égaux. Ce que je sais, Iris, c'est qu'en ces animaux dont je viens de citer l'exemple, cet esprit n'agit pas. L'homme seul est son temple. Aussi faut-il donner à l'animal un point que la plante, après tout, n'a point. Cependant, la plante respire. Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire? Fin de la fable 20. Discours à Madame de la Sablière. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux rats, le renard et l'œuf, fable 21 des fables de La Fontaine, livre 9e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Pleins d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf manger chacun sa part, quand un quidam parut. C'était maître renard. Rencontre incommode et fâcheuse. Car comment sauver l'œuf? Le bien empaqueter, puis des pieds de devant ensemble le porter, ou le rouler, ou le traîner, c'était chose impossible autant que hasardeuse. Nécessité l'ingénieuse leur fournit une invention.
Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieue, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. Qu'on m'aille soutenir après un tel récit que les bêtes n'ont point d'esprit. Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans? Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connaître. Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, quintessence d'atomes, extrait de la lumière, je ne sais quoi plus vif et plus mobile encore que le feu. Car enfin, si le bois fait la flamme en s'épurant peut-elle pas de l'âme nous donner quelque idée, et sort-il pas de l'or des entrailles du plomb? Je rendrais mon ouvrage capable de sentir, juger, rien davantage, et juger imparfaitement, sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. À l'égard de nous autres hommes, je ferais notre lot infiniment plus fort. Nous aurions un double trésor. L'un cette âme pareille en tout, tant que nous sommes, sages, fous, enfants, idiots, hôtes de l'univers, sous le nom d'animaux, l'autre encore une autre âme, entre nous et les anges, commune en un certain degré, et ce trésor à part créé suivrait parmi les airs les célestes phalanges, entrerait dans un point sans en être pressé, ne finirait jamais quoiqu'ayant commencé. Chose réelle, quoiqu'étrange. Tant que l'enfance durerait, cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière. L'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière, qui toujours envelopperait l'autre âme, imparfaite et grossière. Fin de la fable 21, les deux rats, le renard et l'œuf. Fin des fables de La Fontaine, livre 9e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.